dames, je disais donc bonjour messieurs, dames, nous reprenons donc notre cours de langue française au niveau de la séance numéro 2 pour continuer ce que nous avons entamé la semaine dernière, soit l'étude du corps humain, et nous avons fait en fait la description de tout le dispositif constitutif de la personne humaine, avec ces trois parties essentielles, la tête, le tronc et les membres. À présent, aujourd'hui, au niveau de la pratique de la langue, et toujours au niveau du lexique, puisque nous allons d'abord et avant tout étudier le lexique, c'est-à-dire le vocabulaire qui concerne l'être humain, l'individu et par conséquent la santé. Nous allons parler aujourd'hui de la santé humaine, c'est-à-dire ce que vous voyez présentement au niveau du tableau, la santé humaine, avec deux éléments essentiels de vecteurs de la santé humaine. Le premier élément étant la qualité de vie et la prévention, et la deuxième partie étant les maladies. Il va sans dire que l'homme, c'est-à-dire l'individu, et en détail tout être vivant qui vit sur la planète, a besoin de vivre. De vivre, c'est-à-dire de se positionner, de respirer, d'apprécier et de se protéger dans son environnement. Ces éléments essentiels qui concernent en particulier l'individu vont porter sur la qualité de vie. Qu'est-ce que la qualité? Vous savez, messieurs, dames, que nous pouvons opposer le mot qualité, le mot qualité s'oppose au mot quantité. Lorsque nous parlons de qualité, la qualité, c'est tout ce qui est apprécié, tout ce qui est porteur du bien, du bon et du bien-être. La qualité entraîne le bien, virgule, le bien-être, ou alors le bon. Cela veut dire que avoir une vie de qualité, cela correspond à avoir à sa disposition un environnement, parce que lorsque nous parlons de qualité de vie, nous parlons de l'homme par rapport à ce qui l'environne, c'est-à-dire la nature. Et la qualité de vie
est lié étroitement à la présence de la nature. La nature étant un ensemble d'éléments qui gravitent autour de l'homme, qui se trouvent essentiellement au niveau de la terre, au niveau de l'eau et au niveau du ciel, et qui sont mis à la disposition par la nature pour permettre à l'homme de bien vivre, normalement. Bien vivre. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une affaire de qualité. Et avec toutes les lectures que vous avez faites ou toutes les émissions que vous avez suivies à la télévision, vous vous rendrez compte que la qualité de vie est liée à énormément de phénomènes. Il y a tout d'abord l'air que nous respirons. L'air que nous respirons doit être un air théoriquement sain. Et ce que vous savez scientifiquement des composants de l'air, l'air contient beaucoup d'oxygène et d'autres éléments tels que l'azote et d'autres oligo-éléments nécessaires à la respiration et à la vie de l'homme. En effet, l'oxygène de l'air absorbé par l'individu lorsqu'il la respire lui procure normalement, je dis bien normalement, c'est-à-dire dans des conditions idéales, dans des conditions de bien-être, d'une nature saine, de l'eau, beaucoup d'oxygène. Cet oxygène sera absorbé par la bouche, par le nez ou par la bouche et entrera nécessairement dans les poumons. L'entrée de cet oxygène dans les poumons va transférer énormément de molécules dans le sang, puisque les poumons vont contenir de l'oxygène et transmettre cet oxygène par le phénomène de l'inspiration dans le sang, dans les cellules sanguines, lesquelles seront chargées d'oxygène et donc pourront circuler au niveau du corps, à l'intérieur de tout le corps, de l'ensemble des organes du corps, tels que je vous les ai expliqués la dernière fois, pour permettre à un homme de bien vivre. Son cœur va être gorgé de sang plein d'oxygène. Cet oxygène sera transmis dans toutes les cellules du corps, en commençant par le cerveau, les autres organes, et pourra faire fonctionner l'ensemble des systèmes constituant le corps humain et pourra permettre à l'homme de bien vivre. Donc il y a d'abord l'air. Ceci par le biais d'air, par la respiration. Donc cet air doit être, puisqu'on parle de qualité, cet air doit être pur. Un air pur. Qu'est-ce que c'est qu'un air pur? Eh bien, c'est un air que nous respirons qui contient très peu ou pas du tout de particules nocives, c'est-à-dire qui contient tous les éléments contenus dans l'air seront, quand on parle d'air pur,
cela veut dire que tous les éléments contenus dans l'air seront des éléments positifs, tels que l'oxygène, tels que l'eau, tels que l'azote, qui sont nécessaires à la vie et au développement du corps humain. D'accord? Donc, ceci est important. L'air, par la respiration, cet air doit être pur. Cet air doit être le plus pur, le plus sain possible, le plus sain possible, un air sain. Donc, un air, c'est un air qui est dénué, alors dénué, cela veut dire un air dénué, c'est-à-dire qu'il ne contient pas. Un air qui est dénué de microbes ou de particules nocives. Alors, des particules, ce sont des éléments minuscules, microscopiques, que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais qui contiennent des éléments nocifs, c'est-à-dire dangereux, donc nocif, on dit nocif égale dangereux. D'accord? Nocif, dangereux. Au féminin, nocif donne nocive, ça c'est masculin. Au féminin, il donne nocive, donc égale dangereuse. Voilà, dangereuse. Et alors, si l'air n'est pas sain, le contraire d'un air qui n'est pas sain, c'est un air pollué. L'air, ici, alors, un air qui n'est pas sain, c'est un air pollué. Et là, pollué, cet adjectif pollué, ou c'est à la fois un adjectif et en même temps un participe passé du verbe polluer, cela veut dire que c'est un air qui contient énormément, en plus de ces éléments essentiels, qui sont maintenant en faible quantité, l'oxygène, l'azote et des éléments positifs, il va contenir des particules dangereuses. Alors, les particules dangereuses, selon vous, messieurs, dames, d'où viennent-elles? D'où viennent les particules dangereuses de l'air, contenues dans l'air? Les particules dangereuses, eh bien, excusez-moi, je vais effacer. Les particules, l'air est pollué, ça veut dire c'est le contraire d'un air sain, c'est le contraire d'un air pur, un air pollué. Entre parenthèses, il vient du mot la pollution. C'est un air qui contient des particules dangereuses. Contient des particules dangereuses pour
qui? Pour la santé de l'homme. Elles sont dangereuses pour la santé de l'homme. Alors, l'air est pollué, cet air est pollué par quelque chose. Naturellement, l'air est sain, il est pur. Les arbres qui constituent un élément important de la nature et de la terre sont des êtres vivants, les arbres sont des êtres vivants qui absorbent le gaz carbonique contenu dans l'air et ils nous rejettent, les arbres, ils nous rejettent de l'oxygène. Donc, l'avantage pour nous, c'est de planter énormément d'arbres pour avoir toujours de l'oxygène. Les arbres vont absorber le gaz carbonique, le CO2, ce que vous appelez communément en chimie le CO2, et ils vont, les arbres, en même temps, en respirant, ils vont nous donner de l'oxygène. Cet oxygène sera nécessaire pour la vie et pour la qualité de vie de l'homme, pour permettre à l'homme de vivre et de bien vivre. Alors, si l'air est pollué, ça veut dire qu'il va continuer contenir des particules et des substances dangereuses. Ces particules, d'où viennent-elles? Qui est-ce qui provoque ces particules, puisque naturellement l'air est pur? Eh bien, les particules dangereuses, elles viennent de beaucoup de facteurs. Les usines. Qui produisent des fumées. Les usines, alors, les usines qui produisent des fumées. Vous savez, messieurs, dames, que les usines, toutes les usines au niveau des grandes industries mondiales possèdent des cheminées, de grandes cheminées, ce que l'on appelle, alors, produisent des fumées par des cheminées ou les hauts fourneaux. Voilà, les hauts fourneaux. Effectivement, parce que dans toutes ces usines, on brûle, on consume, le verbe consumer, consumer, non pas consommer, mais consumer veut dire brûler des produits. Et donc, dans les usines, on fait fondre, par exemple, des matériaux tels que le fer, tels que le cuivre, tels que le plomb, tels que le mercure et tant d'autres matériaux qui vont fondre dans les hauts fourneaux. Et les fumées de ces éléments qui sont en train de brûler vont être éjectés par les cheminées. Et les cheminées des usines, malheureusement pour nous, vont éjecter des produits, des fumées très nocives, donc des fumées dangereuses qui vont s'évaporer dans l'air. Alors, produisent des fumées par des cheminées ou des hauts fourneaux, des fumées, lesquelles vont s'évaporer et
évaporer, alors, vont s'évaporer dans l'air. Regardez bien le verbe s'évaporer. Alors, si vous prenez le verbe s'évaporer, verbe s'évaporer, vous remarquerez que c'est un verbe du premier groupe. Il se termine en ER. C'est un verbe du premier groupe. Il se termine en ER. Donc c'est un verbe qui va se conjuguer à tous les temps et à tous les modes, comme tous les verbes du premier groupe, tels que le verbe manger, ou bien le verbe chanter, ou bien le verbe danser. Le verbe s'évaporer, bien sûr, ici, il a une racine. Regardez, s'évaporer. Alors ici, la terminaison, c'est la terminaison de l'infinitif, c'est-à-dire, c'est ER de l'infinitif. Ici, excusez-moi, voilà, je vais vous donner ici l'infinitif, c'est ER, et le S apostrophe, c'est l'élément de la forme pronominale, c'est le S de la forme pronominale qui est le sens réfléchi, s'évaporer, c'est-à-dire évaporer soi-même. Évaporer soi-même. Donc, et ici, nous avons le radical, ce que nous appelons le radical, c'est évaporer, et il vient du mot vapeur. Il vient de la vapeur. La vapeur, vous devez certainement savoir ce que c'est tout ce qui est produit, c'est un gaz qui est produit lorsque vous mettez un liquide ou un solide en fusion, en ébullition. C'est-à-dire vous prenez de l'eau, par exemple, vous mettez de l'eau dans une casserole, vous faites bouillir de l'eau, et après un certain moment, lorsque l'eau est bien chaude, cette eau commence à s'évaporer. Et vous voyez, de vos propres yeux, la vapeur, c'est une vapeur blanche, qui est en fait l'eau contenue dans la casserole, qui devient un gaz et qui va partir dans l'air. Donc c'est toute l'eau qui était liquide, qui va devenir gazeux, qui va devenir un élément gazeux, et qui va passer dans l'air. Donc s'évaporer, il va donner de la vapeur, et la vapeur, c'est une forme de fumée, épaisse ou moins épaisse, qui va se diffuser, qui va se transmettre dans l'air. Qui va se transmettre dans l'air. Et alors, les types de vapeurs qui seront dangereuses, en réalité, ce n'est pas la vapeur de l'eau, parce que l'eau, lorsqu'elle bouillit dans un fourneau ou dans un fourneau, elle produira, vous savez, messieurs, dames, vous connaissez le principe de l'eau, elle est formée de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, elle va produire des vapeurs d'oxygène, donc qui ne seront pas, au contraire, elles ne seront pas dangereuses, puisque les vapeurs d'oxygène peuvent être absorbées tranquillement par l'homme sans aucun danger. Par contre, dans les hauts fourneaux des usines, et c'est cela qui est important pour nous et qui indique que l'air est pollué,
ce n'est pas de l'eau qui va bouillir, mais ce sont plutôt des métaux. Des métaux, c'est-à-dire un métal en fusion, c'est-à-dire les métaux. Dans les usines, alors, les fumées des cheminées sont produites par les métaux qui brûlent à des températures très élevées. Exemple, le fer, le cuivre, le plomb, le zinc, le manganèse, etc. Et donc, lorsque ces métaux brûlent dans les hauts fourneaux pour être fondus, en réalité, ce sont des métaux qui sont d'abord solides, ce sont des grosses pièces de fer, ce sont des grosses masses ferreuses ou cuivreuses qui vont être jetées dans un four incandescent, c'est-à-dire un four à haute température, et ces métaux vont fondre, et lorsqu'ils ont fondu, ils vont dégager des fumées, des gaz, des gaz ferreux qui vont contenir ces gaz, qui vont contenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des particules qui vont s'évaporer, qui vont contenir des particules qui vont s'évaporer dans l'air, et ils vont se diffuser dans l'oxygène de l'air et ils vont polluer l'air. Les hommes qui habitent dans les environs de ces usines, cela dépend du nombre de kilomètres que font les gaz des hauts fourneaux. Eh bien, tous ces hommes vont absorber inconsciemment, tous ces gaz et ils auront des problèmes de santé. Donc, il y a déjà le problème, les problèmes de respiration. Et les particules vont entrer dans les poumons, elles vont être diffusées dans les cellules sanguines, ces particules dangereuses, et elles vont circuler dans le corps humain par le biais de la grande circulation faite par le cœur, et elles vont se déposer, ces particules dangereuses, dans un organe ou des organes du corps humain, et donc atteindre la santé humaine. Donc, elles sont des particules de l'air polluées, sont dangereuses pour la santé humaine. Il y a, ceci dit, il y a le problème des particules transmises dans l'air, il y a aussi le problème de la pollution. Il y a le problème de la pollution de l'eau. Alors,
Le deuxième élément de la pollution de l'eau. En parlant des usines, telles que je vous l'ai énoncé au départ, ces mêmes usines de construction, il peut s'agir d'usines de construction automobile, mécanique, donc des usines de construction mécanique, ce sont des usines de construction métallurgique, il s'agit d'usines qui peuvent produire des grandes barres de fer, des tôles ondulées, qui peuvent produire tous les matériaux ferreux et non ferreux nécessaires à la vie moderne, entre guillemets, puisque nous opposons la vie moderne à la vie traditionnelle. Le monde moderne a besoin de beaucoup de matériel. Donc, l'eau, vous savez que le métal, tel que je vous l'ai dit, et les métaux qui sont fondus dans les hauts fourneaux doivent bien sûr être fondus avec de l'eau. Il y a de l'eau qui est ajoutée dans une certaine proportion à ces métaux pour qu'ils puissent fondre très facilement. Et bien entendu, lorsque les usines produisent de nouveaux matériaux, les déchets vont, au niveau de ces usines, les déchets vont se dégager de deux manières. Soit par le biais des fumées qui vont être dégagées par les cheminées et qui vont s'évaporer dans l'air. Et il y a aussi une deuxième catégorie de déchets qui vont se rejeter de par les tuyaux, les canalisations des usines, qui vont se rejeter dans les rivières, dans les oueds et dans la mer. Donc, la pollution de l'eau, c'est-à-dire la pollution des rivières, des cours d'eau, et de la mer. C'est-à-dire que ces usines, en fait, vont tout rejeter. Elles vont retenir le produit obtenu, fini, mais les usines vont rejeter les gaz, les fumées d'évaporation qui vont se transmettre et se diffuser dans l'air ambiant et qui vont polluer l'oxygène de l'air. Et en même temps, ces usines vont produire des déchets liquides qui viennent de la combustion dans les hauts fourneaux à des températures très élevées. Ces déchets liquides vont être rejetés par des canalisations et elles vont polluer les rivières. Elles vont être rejetées dans les rivières, dans les cours d'eau, les fleuves, et en même temps, elles peuvent être rejetées dans la mer. Et vous avez certainement vu des documentaires ou vu vous-même des rivières polluées, l'eau des rivières qui est une eau pure, qui peut être bleuâtre, ou alors une eau limpide, c'est-à-dire une eau qui a une couleur plus ou moins claire, très claire, qui en fait, lorsqu'elle est polluée, elle devient verdâtre
ou bien elle devient jaunâtre et elle contient à sa superficie des produits chimiques extrêmement dangereux. Pourquoi? Et ces produits chimiques vont être dangereux pour les animaux qui vivent dans les rivières, c'est-à-dire les poissons, les batraciens, tels que les grenouilles, les têtards, etc. Et c'est un phénomène en fait d'échange, L'homme, puisque nous parlons de l'individu, de l'être vivant, de l'être humain, l'homme, lorsqu'il arrive dans la rivière, il va pêcher du poisson. Les pêcheurs, lorsqu'ils vont dans les grands cours d'eau pêcher des poissons d'eau douce, eh bien, ils vont pêcher des poissons qui auront absorbé énormément de produits chimiques. Et vous connaissez l'histoire du Japon avec la baie de Minamata, où les pêcheurs de cette baie, la baie c'est une plage, une baie c'est une plage très large, où les pêcheurs qui vivaient en bord de mer pêchaient du poisson, mais qui était pollué par du méthane produit par des bateaux. Ce méthane a été absorbé par les poissons. Les pêcheurs ont consommé, c'est-à-dire qu'on mangeait du poisson de la baie de cette baie de Minamata, et ils ont absorbé énormément de méthane, et il s'est passé des choses terribles qui ont porté dangereusement, puisqu'on parle de danger, ces particules qui ont été absorbées dans la nourriture avec le poisson ont déposé dans le corps de ces individus de grosses particules de méthane, lesquelles ont entraîné des maladies extrêmement dangereuses et horribles, surtout au niveau génétique. Lorsque leurs enfants naissaient, ils naissaient justement à la naissance, les enfants étaient atrophiés. Ce sont des enfants à qui il manquait des fois la main entière, ou bien qui avaient des visages atrophiés, donc qui étaient complètement défigurés par le méthane absorbé par les parents. Vous voyez combien la pollution de l'eau est dangereuse pour la santé de l'individu. Donc on a parlé de la pollution de l'air. En deuxième partie, on a parlé de la pollution de l'eau. Il y a aussi la pollution de la terre. En fait, nous parlons très brièvement de ce phénomène de la pollution de l'environnement. Beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître de quoi il s'agit. Et le troisième élément qui est essentiel pour la vie de l'individu, c'est l'un des trois éléments, l'air, l'eau et la terre. Le troisième élément qui est pollué par la vie moderne, c'est bien la terre. Et vous savez, messieurs, dames, que l'agriculture moderne a utilisé énormément de pesticides, la pollution de la terre, à cause des pesticides Les pesticides, d'ailleurs, ce mot vient d'une maladie extrêmement dangereuse que le monde a connue, c'est bien la peste. Les pesticides, en réalité, ce sont des produits phytosanitaires, c'est-à-dire des produits d'agriculture, pour que les cultivateurs
utilise pour protéger, entre guillemets, les arbres et la végétation, tout ce qui est végétation, contre les insectes dangereux. En réalité, ces insectes existent dans la nature, puisque la nature est suffisamment équilibrée pour créer, au niveau de chaque espèce d'insecte, des insectes qui détruisent, mais il y a aussi d'autres insectes, d'autres types d'animaux qui consomment ces insectes. Donc, ce sont, en fait, c'est la fameuse chaîne de la vie, la chaîne alimentaire. Les gros mangent les petits, et ainsi de suite. Mais l'homme, pour aller plus vite, n'a pas laissé la nature faire des choses tranquillement, mais pour aller plus vite, il a voulu moderniser, entre guillemets, son agriculture. Il ne s'agissait plus de faire de l'agriculture traditionnelle, mais faire de l'agriculture intensive, donc sur de grandes étendues immenses, telle l'agriculture intensive du blé, par exemple la production intensive du maïs, la production du sorgho, la production du tournesol et tant d'autres choses, les agrumes en très grande quantité, des vergers immenses, etc., selon l'homme qu'il fallait protéger, parce que l'homme est devenu avide et il a toujours voulu avoir beaucoup de choses et toujours beaucoup plus, et donc avoir des bénéfices supplémentaires. Donc il a inventé ces fameux pesticides qui sont en réalité des produits chimiques. Les pesticides, ce sont des produits chimiques, pour tuer les insectes parasites. Donc, au lieu de